Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de notre série hebdomadaire consacrée au cinéma. À l'heure où sort cette vidéo, je serai en visite dans la belle ville de Nancy. Et justement, elle me suis posé une question plutôt simple. Est-ce que je connais un film qui se déroulerait à Nancy? La réponse est oui. Et c'est comme cela que l'on se retrouve aujourd'hui à parler d'un film au titre un petit peu compliqué et très long, L'étrange couleur des larmes de ton corps, d'Hélène Caté et Bruno Forzani. Bon, à vrai dire, de Nancy, on ne voit vraiment que deux bâtiments, la Villa Majorelle et la Villa Bergeret. Alors pourquoi ces deux bâtiments? À vrai dire, c'est ici un choix clairement esthétique. En fait, les deux ont en commun le fait d'appartenir au mouvement architectural Art Nouveau. Arrêtons-nous ici 2 minutes pour une petite piqûre de rappel. L'Art Nouveau, c'est un mouvement artistique, pas seulement architectural d'ailleurs, qui est né à la fin du XIXe siècle et qui a pris des formes différentes au travers de l'Europe. Ce qui unit toutes ces formes, c'est la volonté de faire un art différent de l'art du passé. Un art qui ne se contenterait pas de copier les formes classiques, mais qui au contraire apporterait une rupture. Comme je l'ai dit, l'Art Nouveau a pris des formes différentes dans les différentes villes où il s'est développé. Mais souvent, il s'est intéressé à une esthétique qui est plus proche de la nature, et en particulier une esthétique végétale, pleine de motifs végétaux. À Bruxelles, comme à Nancy, les deux villes où ont été tournées L'étrange couleur des larmes de ton corps, cela se traduit par des ornementations très riches, et une surabondance de lignes courbes. À tel point, d'ailleurs, que ce style architectural a été qualifié à l'époque, par ses détracteurs, de style nouille. Dans le contexte de notre film, ce choix, il permet littéralement de donner vie à la maison où se déroule l'intrigue. C'est une maison qui semble presque hantée, organique. Les courbes omniprésentes, elles viennent saturer notre vision, jusqu'à l'écœurement. Tout l'espace autour des personnages est rempli et il semble habité par cette architecture. D'ailleurs, cela va même plus loin. Par exemple, dans une scène, les fresques féminines, qui sont très typiques de l'Art Nouveau et qui ornent les murs d'une chambre, elles semblent soupirer et elles semblent murmurer, ce qui va obséder l'un des habitants de l'immeuble. Oui, la maison est bien vivante, et c'est même l'un des protagonistes du film. Et d'ailleurs, les réalisateurs s'amusent pendant près de 2 heures dans cette architecture complexe, qu'ils vont filmer sous tous les angles, jusqu'à nous donner le vertige. Ce côté organique du bâtiment a été particulièrement mis en valeur lors de notre première rencontre avec lui. Car en effet, pendant la scène de titre, en tout début de film, les réalisateurs vont animer l'architecture par des effets de kaléidoscope vertigineux. Et justement, ces effets, ils marchent à merveille avec le style Art Nouveau, avec ses courbes, avec ses motifs extrêmement géométriques. Plus tard, un effet similaire va être repris lorsque le héros marche dans un couloir.
Par un effet de symétrie, on voit les courbes évoluer, se transformer dans un mouvement qui est complètement hypnotique. Mais d'ailleurs, je m'aperçois que je ne vous ai pas encore expliqué de quoi parle le film. Et pour cause, l'intrigue, elle est très simple, elle est finalement assez secondaire dans ce film. Un homme d'affaires, Dan Christensen, rentre d'un voyage d'affaires et découvre que sa femme a disparu. Plus surprenant encore, son appartement, il est fermé de l'intérieur, il est verrouillé, vous savez, avec une chaîne. Alors, le personnage va décider de mener l'enquête pour retrouver sa femme. Et dans cette enquête, il va se retrouver aidé par un inspecteur de police, l'inspecteur Vincentelli. Mais à vrai dire, si je ne vous ai pas parlé de l'intrigue avant, c'est clairement car ce n'est pas la force du film. Et je veux pas dire par là que c'est une faiblesse, pas du tout. C'est juste un parti pris des réalisateurs de rester sur un schéma narratif extrêmement simple pour pouvoir finalement en dévier et proposer quelque chose de très différent, de complètement alternatif. Un cinéma que vous n'avez pas souvent vu. Et ce quelque chose, ce sont des scènes qui sont en apparence très isolées, des espèces de fragments d'histoire avec des personnages différents, tous ces fragments qui participent à une déconstruction générale du film. Et ça, c'est l'une des méthodes qui sont employées par Hélène Caté et Bruno Forzani pour nous perdre dans le labyrinthe de cette maison. Les histoires, elles se succèdent, elles sont toujours mystérieuses, jamais résolues. Et nous, en tant que spectateurs, nous ne faisons que nous enfoncer plus profondément dans notre incompréhension complète. En vérité, l'intérêt du film ne réside clairement pas dans sa narration. C'est en fait une expérience qui est sensorielle, avant tout. Chérie. C'est un film qu'on va regarder et entendre, plus que comprendre. Et encore une fois, n'interprétez pas mes propos de travers. Je ne dis absolument pas que ce n'est que cela, et que ces expérimentations visuelles et sonores sont juste des jeux vains. Bien sûr qu'ils servent l'intrigue. Ils participent à construire une ambiance onirique, une ambiance psychédélique. Et ils accompagnent la descente en enfer des personnages. Les effets sonores du film en particulier contribuent à nous mener dans un état de transe, presque épileptique. Il faut dire qu'un effort tout particulier a été mis par les réalisateurs sur le son. Il aura fallu en fait 6 mois de travail en post-synchronisation avec un bruiteur pour concevoir la matière sonore du film. Et là, je n'emploie pas le terme matière à la légère. Les sons, leur volume, leur superposition, tout, absolument tout concourt à proposer un tout à la fois cohérent et déconstruit, à la fois homogène et éclaté. Le bruitage et le mixage, ils sont pensés pour faire réagir le son directement avec notre corps. C'est un son qui vient nous irriter, qui vient nous perdre. Et bien sûr, avant tout, c'est un son qui nous fait souffrir. Il nous fait souffrir en même temps que les personnages. L'image n'est pas en reste. Parce que Hélène Caté et Bruno Forzani, ils ont leur style visuel bien à eux. Un style visuel qui est fait d'images psychédéliques, de gros plans, de cadrage soigné et souvent déstabilisant, et d'un montage vif et énergique. Ce montage, il n'est pas vain encore une fois. Il sert à nous perdre dans l'image, mais aussi et surtout dans la psyché des personnages. Tenez, un exemple. Cette discussion entre Dan et l'inspecteur Vincentelli, qui est faite entre autres de split screen. C'est la première rencontre entre les deux hommes, et il ne s'agit ni plus ni moins que d'un interrogatoire de police. Comment représenter cela à l'écran? Comment représenter un interrogatoire de police? Alors l'image qui nous vient directement à l'esprit, c'est une table à laquelle sont assis deux hommes qui se font face. L'inspecteur pose des questions, le suspect y répond.
Alors visuellement, on imagine bien un montage qui est assez standard. D'abord, on aurait un plan d'ensemble, puis ensuite une alternance champ contre champ, avec parfois un gros plan sur l'un des visages ou sur une main, pour insister sur une réaction soit du suspect, soit de l'inspecteur. Bon, vous voyez probablement là tout de suite la scène dans votre tête, et pour cause. Cette scène, on l'a vue des centaines et des centaines de fois. Et cette scène, elle ne nous surprend plus. Maintenant, voyons comment Hélène Caté et Bruno Forzani procèdent. Imaginez. D'abord, présentation des personnages, chacun dans son plan. D'abord, les personnages sont isolés par un interphone. Van Christensen, Oui. inspecteur Vincent Telly. Puis ensuite, ils sont isolés par une porte entr'ouverte. Vincent Telly. On a bien sûr des gros plans, comme dans notre scène standard. Gros plan sur une main, gros plan sur un regard. Mais justement, à un moment, en rejetant le visage de Dan en périphérie du plan, on comprend qu'il s'agit d'une vue subjective. On est à la place de l'inspecteur, et l'inspecteur il est beaucoup plus intéressé par la pièce qui est derrière Dan que par Dan lui-même. Quand finalement Dan l'invite à rentrer, on a finalement notre plan d'ensemble sur la pièce. On l'attendait ce plan d'ensemble. Mais là encore, les réalisateurs, ils coupent juste avant que l'inspecteur n'y rentre. Encore une fois, on ne voit pas les deux personnages ensemble. Et encore une fois, on devine qu'on est à la première personne. Plutôt que de nous montrer l'inspecteur inspecté, ce qui est son rôle, on nous met dans sa peau et on nous laisse réfléchir. Commence ensuite l'interrogatoire en lui-même. Là encore, c'est certes un plan d'ensemble, mais les réalisateurs ne s'arrêtent pas là. C'est cette fois le split screen qui isole les deux personnages dans une moitié de l'image. Et pourtant, on voit bien que ces deux parties, elles s'assembleraient bien. Mais non, non, non. Les réalisateurs, ils préfèrent nous montrer les deux personnages isolés, jamais ensemble. Dans la suite, ils seront pourtant réunis. D'abord, leurs yeux seront réunis. Encore une fois, dans un split screen, qui est assez troublant. Ensuite, lors de l'inspection d'un placard, en champ contre champ, l'inspecteur, devant le placard, le contenu du placard, retour. Et non, ce n'est pas l'inspecteur, c'est Dan qui est devant le placard. Comme si Vincent Telly s'était soudain transformé en Dan. Et bien cette fusion des deux hommes, elle sera encore plus accentuée dans les secondes suivantes, avec un nouveau split screen. L'œil droit de Vincent Telly, en haut à gauche, puis dans les deux autres cadrans, des indices qui se succèdent. L'œil gauche de Vincent Telly, nouvel indice. Et là, split screen final, le haut du visage de Vincent Telly, le bas du visage de Dan, qui à eux deux forment un visage troublant, irréel et en même temps absolument effrayant. Et jamais les deux hommes n'auront été réunis dans un même plan pendant toute cette séquence. Et pourtant, in fine, on comprend bien qu'ils ne forment qu'une seule entité. Et c'est d'ailleurs un thème qui sera beaucoup repris par la suite. Tous les personnages ne sont qu'un. Il y a les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Et en même temps, chaque personnage peut se dédoubler à l'infini. Voilà. En tout cas, ce double travail sur un son ultra réaliste et sur une image presque psychédélique, il permet d'intensifier un malaise dans l'esprit du spectateur. Et cela, ça contribue à nous immerger dans un récit qui est paradoxal, qui est labyrinthique, mais qui est aussi particulièrement dérangeant. Il faut dire que le film, il convoque des imaginaires qui sont à la fois violents et érotiques, en nous menant avec ces personnages dans une exploration absolument cauchemardesque et quasi psychanalytique. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard. Caté et Forzani sont tous deux des admirateurs inconditionnels d'un genre cinématographique bien particulier, le giallo. Alors, comment décrire rapidement le giallo ? Le giallo, c'est un genre né en Italie, qui a mi-chemin entre le thriller et le cinéma d'horreur, et qui est caractérisé par un certain fétichisme, une composante érotique absolument indéniable, une esthétique très particulière, que l'on doit en grande partie aux travaux de Mario Bava.
Le giallo, il aime nous montrer des assassinats particulièrement graphiques, des assassinats brutaux, où l'esthétique est absolument omniprésente, où l'on voit des mains gantées de noir qui viennent semer la peur dans l'esprit des spectateurs, et où, immanquablement, un sang d'un rouge éclatant finit par jaillir des blessures des victimes, comme d'une fontaine. Et tout cela, ce sont des caractéristiques que l'on retrouve dans le film d'aujourd'hui, avec de prodigieuses effusions de sang, les fameuses larmes du corps. Alors dans le genre du giallo, il y a un réalisateur qui se distingue vraiment des autres. Et un réalisateur qui est d'ailleurs une référence assumée d'Hélène Caté et Bruno Forzani. Ce réalisateur, c'est bien entendu Dario Argento. Alors je ne vais pas m'attarder sur le cas Argento ici, car j'en parlerai forcément tôt ou tard dans une vidéo, c'est un réalisateur que j'adore. Mais en gros, Argento, il a apporté deux singularités au genre. Déjà, il l'a tiré du côté de l'horreur et du fantastique, plutôt que du thriller, avec en particulier un film absolument légendaire, Suspiria. Mais il a surtout inscrit le genre dans une démarche qui est profondément moderne, et ce, en inscrivant dans ses films une véritable réflexion sur le regard et sur la perception, comme l'avait fait avant lui Michelangelo Antonioni. Argento, comme je l'ai dit, est une véritable source d'inspiration pour le couple Caté et Forzani. Son influence, elle était déjà palpable dans leur premier long métrage, Amer. Mais ici, cette influence, elle est omniprésente. Tentons une petite liste non exhaustive de références directes à son cinéma. Commençons avec l'arrivée en taxi, de nuit, dans une maison Art Nouveau. Et ça, ce n'est pas sans rappeler le début de Suspiria. Du même Suspiria, il y a bien sûr la maison presque vivante. Les murmures qui sortent des murs. Les asticots qui tombent du plafond. De Profondo Rosso, on va retrouver le personnage qui cherche une pièce cachée derrière un mur. D'ailleurs, cette pièce, c'est moins une pièce cachée qu'un réseau de couloirs qui permet de circuler d'un appartement à l'autre, comme dans Inferno. Ténébré ensuite, avec cette image obsédante du personnage caché derrière la silhouette d'un autre. D'ailleurs, les réalisateurs ils avoueront même que l'idée de leur film leur est venue d'une discussion avec le maître Argento à propos de son film Inferno. Ce film, d'après lui, est un film qui est déconstruit, un film qui correspond à une sorte de flot de pensée et d'émotions. Et c'est en cela qu'il se rapproche autant d'un cauchemar. Intéressés par cette idée, Hélène Caté et Bruno Forzani, ils ont essayé simplement de réitérer cela avec l'étrange couleur des larmes de ton corps, mais en le poussant vraiment très loin. Et le résultat, c'est un collage halluciné, qui est très proche de l'écriture automatique, qui était chère aux surréalistes. Avec ces références dans Pagaille, il est légitime de se demander si notre film du jour est véritablement plus qu'un hommage, voire un pastiche, du giallo, et en particulier du cinéma de Dario Argento. Parce que si la beauté plastique du cinéma d'Argento est pour lui un outil qui nous fait réfléchir sur les limitations de nos perceptions, ce n'est pas aussi clair pour l'étrange couleur des larmes de ton corps. À vrai dire, c'est même une des critiques récurrentes qui a été opposée au film. Une certaine vanité. Une sorte de course après des effets visuels et sonores qui est somme toute très superficielle. Je trouve à titre personnel que ces effets sont bien plus valorisés dans leur dernier long métrage, qui s'appelle Laisser bronzer les cadavres. Et dans ce long métrage, ils vont les utiliser vraiment
pour servir directement l'intrigue du film. Ils font partie de la construction narrative. Ou bien, à l'opposé, on pourrait simplement rétorquer que le projet de Caté et Forzani, il rejoint celui de l'Art Nouveau, qui occupe une place si grande dans ce film. Proposer un cinéma nouveau, un cinéma qui certes prend racine dans un genre existant, le giallo, mais qui sait s'en émanciper pour proposer une expérience nouvelle et complètement atypique. En l'occurrence, une expérience sensorielle absolue. Et voilà pour le film d'aujourd'hui, L'étrange couleur des larmes de ton corps, d'Hélène Caté et Bruno Forzani. C'est un film qui est vraiment très particulier et qui n'est clairement pas fait pour tous. Par son esthétique ultra violente, qui flirte avec le gore, par son absence flagrante d'intrigue, par sa surabondance d'effets visuels et sonores, jusqu'à l'écœurement, c'est clairement un film qui ne fera pas l'unanimité. Qu'il ne soit qu'un exercice de style un peu vain, ou bien au contraire, une œuvre dont la richesse visuelle, sonore, est complètement suffisante pour en faire un grand film, c'est dans tous les cas une expérience cinématographique à part, une expérience cinématographique qui mérite totalement d'être vécue. Ceci étant dit, je vous retrouve la semaine prochaine pour notre 3e film. Je vous souhaite une très belle semaine, riche en découvertes cinématographiques, et je vous dis à bientôt.